L'Italie. J'adore ce pays. Ses villes, ses habitants et surtout son histoire. Depuis la fondation de Rome en 753 avant notre ère, l'Italie est l'un des berceaux de notre civilisation. Entre la renaissance de l'Empire romain, l'éclosion du Moyen-Âge et l'épanouissement de la Renaissance, l'Italie a inspiré des chefs-d'œuvre époustouflants. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont disparu de la surface de la Terre. Je vais explorer des villes italiennes pour révéler le rôle essentiel que leurs trésors engloutis ont joué dans l'histoire du pays et de notre monde. Et pour faire revivre le passé, je vais m'appuyer sur la technologie. Les reconstitutions de la face cachée de ces villes nous offriront un regard inédit sur les dessous de l'Italie. Dans ce voyage archéologique, nous allons découvrir comment Florence a prospéré sur les rives de l'Arno et comment elle est devenue un véritable moteur de la Renaissance, un foyer de création, d'invention et d'innovation sans égale. Autrefois, dans cette ville où tout n'est que grâce et beauté, l'inspiration trouvait sa source dans la rivalité et la violence. C'était un coup de pied au visage! Et derrière l'épanouissement des arts, il y avait la plus puissante dynastie de banquiers de Rome. Véritables parrains de la Renaissance, les Médicis tiraient les ficelles du pouvoir dans l'ombre et cultivaient leur goût des manœuvres souterraines. Les visiteurs n'ont pas le droit d'entrer là. Non, c'est vraiment une pièce secrète. Nous allons créer une immense carte en 3D de la Florence des Médicis et suivre le fil des événements qui ont fait de cette ville le berceau et le fief de la Renaissance. Voici l'Italie, comme vous ne l'avez jamais vue. Découvrons la face cachée de Florence. Je m'appelle Michael Scott et je suis historien. J'adore rouler dans la campagne toscane. C'est mon second chez moi ici. On est en route pour l'un des plus extraordinaires joyaux de la Toscane, Florence. Cette ville est célèbre pour ses magnifiques monuments, mais on va s'intéresser à leur face cachée, pour percer les mystères de Florence et comprendre comment elle est devenue un véritable moteur de la Renaissance. Florence est l'une des villes les plus touristiques d'Italie. Elle est réputée pour ses sculptures, ses peintures, son architecture et ses délicieuses glaces. Mais les chefs-d'œuvre de la ville n'auraient sûrement jamais vu le jour sans l'argent de la puissante maison Médicis. Un peu partout dans Florence, on voit ça. Le blason des Médicis, avec ses fameuses boules. Les palais en italien. Les Médicis étaient l'une des plus grandes familles de Florence. Ils ont commencé à faire fortune dans le commerce de la laine à la fin du XIIe et au XIIIe siècle. Ils achetaient de la laine brute qui venait d'Angleterre, la transformaient ici à Florence et puis la revendaient. Mais ils se sont vite rendus compte qu'ils gagneraient bien plus d'argent en fondant une banque. À partir de là, ils sont devenus ultra riches et ils ont fait de ce blason le symbole de la Banque de Florence. Les Médicis ont commencé à tirer les ficelles du pouvoir ici au XIVe et XVe siècle. Mais ce n'est qu'au XVIe siècle qu'ils ont gouverné officiellement la ville. Ce qui a fait la renommée de Florence, comme la leur, c'est que leur argent n'était pas englouti par le jeu ou l'alcool. Il était dépensé pour embellir la ville, l'enrichir de monuments. Les Médicis comptent parmi les plus grands mécènes de l'histoire. Durant la seconde moitié du XVe siècle, Laurent le Magnifique a soutenu des artistes comme Léonard de Vinci, Michel-Ange ou encore Botticelli. Mais l'âge d'or florentin a débuté quelques dizaines d'années plus tôt avec la construction du dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore. Le Duomo domine la ville. Et ici, on a l'impression que tous les chemins mènent à la coupole. Le dôme a été achevé en 1436, soit plus de 150 ans avant celui de la basilique Saint-Pierre de Rome. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que personne ne sait comment il a été construit. Nous allons le scanner pour essayer de percer les secrets de son architecture.
Auparavant, découvrons l'intérieur de la cathédrale. Cette coupole symbolisait la voûte céleste. C'est vrai qu'elle nous semble particulièrement lointaine et vaste. Et pour cause, ce dôme est le plus grand dôme en briques du monde. Cette coupole de 45 mètres de diamètre est ornée de fresques représentant le jugement dernier. Là-haut, le paradis côtoie l'enfer, comme dans la Florence des Médicis. On ne va pas simplement admirer les chefs-d'œuvre qui s'offrent à notre vue. On va aussi découvrir les secrets qui se cachent derrière cette beauté. Pour se rapprocher de la coupole, il ne faut pas avoir peur des escaliers. Et il vaut mieux ne pas avoir le vertige. Au XIIIe siècle, Florence était en pleine expansion. La ville rêvait d'une cathédrale pour asseoir sa puissance. Mais à l'époque, les secrets de l'architecture romaine étaient tombés dans l'oubli depuis longtemps. Et on ne savait pas construire un dôme qui tienne sans support. Achevée en 1418, la cathédrale s'élevait jusqu'à ce balcon. Il lui manquait un dôme pour la protéger des éléments. Les personnages influents de la ville, dont Jean de Médicis, le fondateur de la fameuse dynastie, ont mis le projet au concours. De nombreux architectes étaient en lice. C'est Filippo Brunelleschi qui a été choisi. Le dôme qu'il proposait de construire semblait tenir comme par magie. Et Brunelleschi a refusé d'expliquer aux membres de la commission comment il comptait s'y prendre exactement pour accomplir ce miracle. Il leur a demandé de lui faire confiance. Il y a une savoureuse anecdote à ce sujet. Elle tourne autour d'un œuf. Brunelleschi a demandé à tous ses rivaux « Pouvez-vous faire tenir cet œuf debout sur une assiette ?» Et il a ajouté « Celui qui réussira n'aura qu'à construire le dôme. » Mais aucun n'a réussi. Alors, Brunelleschi a tout simplement légèrement écrasé l'œuf sur l'assiette. Ses rivaux ont protesté. « Si on avait su que vous alliez faire ça, nous aussi, on aurait pu le faire. » Exactement, a répondu Brunelleschi. Je ne veux pas vous révéler mon secret. Faites-moi confiance. Je suis capable de réaliser l'impossible. Brunelleschi était orfèvre de métier. À l'époque où il a remporté le concours, il n'avait jamais élevé aucun édifice. Il a toujours refusé de révéler comment il avait construit le dôme. Il n'a laissé aucun plan. Et il a emporté son secret dans la tombe. Notre technologie ultramoderne percera-t-elle enfin ce mystère vieux de près de 600 ans? Matt est convaincu que les scans du dôme seront d'une aide précieuse. Aujourd'hui, les scanners sont des outils indispensables dans le domaine de la construction. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? À un point de vue incomparable. On a installé les appareils ici, en bas. Mais on va pouvoir modéliser les moindres recoins de l'intérieur du dôme. Donc on aura virtuellement accès à des endroits qui nous sont physiquement inaccessibles. Brunelleschi a construit tout ça sans connaissance en génie civil, sans aucune technologie. Il n'a pas eu besoin de scanner. S'il en avait eu à sa disposition, il s'en serait servi. Par contre, il ne l'aurait peut-être pas dit. Mais c'était un homme qui aimait la précision et les techniques innovantes. Il mariait la créativité avec les règles de l'art pour créer toujours des merveilles d'originalité. Scanner le dôme est fastidieux. Mais le construire, ça a dû être un vrai travail de Romain. Pourquoi les Médicis et les autres Florentins influents s'acharnaient-ils à poursuivre ce qui semblait être un rêve impossible? Pour le comprendre, il faut se rendre à Pise, à 80 km de là. Durant des siècles, cette ville a été la plus grande rivale de Florence. Aujourd'hui, la tour de Pise est l'un des monuments les plus célèbres d'Italie. Elle a été érigée pour symboliser la souveraineté de la ville.
Au XIe et XIIe siècle, Pise était une puissance maritime et commerciale florissante. Les Pisans considéraient leur ville comme la seconde Rome, l'héritière directe du grand empire romain. Alors, ils se devaient de construire les édifices les plus grands et les plus beaux du nord de l'Italie. Les villes de la région étaient toutes rivales et se livraient à une véritable guerre des monuments. Là, Pise voulait clairement pouvoir affirmer « Ma tour est plus grande que la vôtre ». En 1173, soit plus d'un siècle avant que Florence ne se lance dans la construction de Santa Maria del Fiore, Pise a décidé d'élever un impressionnant campanile à côté de sa cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Notre équipe va scanner la fameuse tour penchée et tout le complexe religieux dont elle fait partie, à l'aide de ses appareils habituels et aussi d'un sac à dos. Ce sac à dos est en fait équipé de 5 caméras et de 2 scanners. Pour atteindre le sommet de la tour, il faut gravir 293 marches. Je n'ai plus aucun repère spatial. Mon corps penche pour compenser l'inclinaison, alors je me retrouve collé contre le mur et en même temps, je monte en tournant. Ça fait du bien de voir la lumière du jour. Et là, je retrouve mon sens de l'orientation. La tour est constituée d'un niveau d'arcades aveugles surmonté de 6 étages de galeries à colonnades et de l'étage des cloches. Et comme les scans le confirment, elle penche d'environ 4 degrés. L'ossature de la tour révèle qu'on a tenté de corriger son inclinaison au fur et à mesure qu'on la bâtissait. La tour a commencé à pencher dès la construction du 3e niveau. Érigée dans un sol argileux et sablonneux, les fondations n'étaient pas stables. La construction a alors été interrompue. Elle n'a repris que près d'un siècle plus tard. Et pour tenter de compenser l'inclinaison, on a opté pour une solution pour le moins originale. Les 4e, 5e, 6e et 7e niveaux sont moins hauts d'un côté que de l'autre. Mais ça n'a rien changé. Après une nouvelle interruption, le dernier étage a été achevé en 1372, soit 2 siècles après le début de la construction. Ce bâtiment est le symbole de l'erreur humaine, parce que les constructeurs ne se sont pas rendus compte que le terrain s'affaissait sous les fondations. Mais c'est aussi le symbole de la persévérance des Pisans, parce qu'ils ont passé 200 ans à essayer de redresser la tour. Ils ont progressé petit à petit avant d'arriver à l'étage des cloches tout en haut. L'étage des cloches qui coiffe la tour est d'un diamètre plus petit que les autres. Et il a l'élégance désinvolte d'un chapeau qu'on porte légèrement incliné sur la tête. Au moins, les Pisans avaient achevé le travail. Contrairement aux Florentins qui, à la même époque, n'avaient toujours pas de dôme à leur cathédrale. À Pise, le complexe religieux formé par la tour, la cathédrale et le baptistère s'élève sur la célèbre place des Miracles. Même si le campanile tenait justement debout comme par miracle, Pise pouvait entrer dans le XVe siècle avec un complexe religieux digne de ce nom. L'ensemble était impressionnant de grandeur et de beauté. Il n'en fallait pas plus pour piquer l'orgueil des Florentins. À cette époque, la famille Médicis était devenue l'une des plus riches d'Europe et elle avait fait de Florence la capitale bancaire de l'Italie. Il lui fallait une cathédrale à la hauteur de sa réputation. La cathédrale était déjà tout habillée de marbre et flanquée d'un campanile et d'un baptistère qui étaient à eux seuls des chefs-d'œuvre. Il ne lui manquait qu'un dôme. La modélisation de cette spectaculaire structure est terminée. Quel secret va-t-elle nous livrer ? Première révélation, le dôme est en fait constitué d'une double calotte. Une calotte extérieure et une calotte intérieure. Ross King est historien. Ravi de vous rencontrer. Vous pouvez nous expliquer par quel miracle ce dôme tient debout? Je vais essayer.
Pour monter au sommet du Duomo, il y a 463 marches. C'est bien plus que dans la tour de Pise. C'est magique de se dire qu'on est entre deux calottes. Et la maçonnerie est impressionnante. C'est vrai qu'il y a 4 millions de briques là? Tout à fait. Le premier jour de la construction, Brunelleschi a commandé 1 million de briques. Et au total, il en a utilisé 4 millions de 55 formes et tailles différentes. Elles ont été spécialement conçues pour cet ouvrage. Là, on voit le mur arrondi du dôme. C'est exactement ça. Et on voit aussi tous les contreforts qui s'élèvent pour aller se rejoindre vers le centre. Oui, tout à fait. J'ai l'impression de découvrir l'anatomie du dôme, d'être à l'intérieur d'un corps et de déambuler au milieu des ligaments, des muscles, des tendons. Brunelleschi comparait les bâtiments à des corps humains. Pour lui, les édifices avaient une ossature, une peau, des veines. Et là, on est vraiment à l'intérieur du bâtiment. On voit toute sa carcasse. Mais on la verra encore mieux sur la modélisation du Duomo, où il a assemblé les scans réalisés par son équipe. Le résultat est magnifique. La modélisation permet d'examiner le dôme sous toutes les coutures. Ça, c'est un petit segment de l'espace entre les deux calottes dans lequel on vient de passer. Je vais aller à l'intérieur et zoomer jusqu'à avoir une vision à échelle humaine. C'est le couloir où on était. Oui, c'est la galerie très étroite dans laquelle on était et où on a pu admirer cette magnifique maçonnerie. On voit très clairement que les briques sont disposées en arêtes de poisson. Ça a permis à Brunelleschi d'assembler toute cette structure. Il faut bien comprendre qu'il n'a pas réalisé un simple toit à pente soutenu par une ferme de charpente. Il a élevé le dôme en partant de la base et en déposant les briques couche par couche, comme le ferait une imprimante 3D. Il a assemblé le dôme au fur et à mesure qu'il l'élevait. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la technologie du XXIe siècle fait le poids face au génie de Brunelleschi? Parce que là, c'est la première fois qu'on arrive à voir des éléments qui nous éclairent sur la construction du dôme. Mais honnêtement, on n'a pas grand-chose. Brunelleschi n'a laissé presque aucun indice. C'est vrai. Je veux dire, là, tout ce qu'on voit, ce sont les anneaux de grès sur lesquels on marchait quand on était entre les deux calottes du dôme. Je pense que la magie de Brunelleschi nous résistera toujours. Pour l'instant, on ne comprend pas comment ce dôme a été construit et en tout cas, on n'aura jamais plus d'indices que cette modélisation ne nous en donne. Je ne vois pas comment on pourrait obtenir plus de détails ou un meilleur éclairage sur cette structure, à moins de la démonter. En 1436, 140 ans après le début de la construction de la cathédrale, Florence avait enfin son dôme tant attendu. Il est plus grand que ceux de la basilique Saint-Pierre de Rome et de l'Hôtel des Invalides de Paris, pourtant construits respectivement au XVIe et au XVIIIe siècle. Ce dôme était la consécration que Florence attendait. L'œuvre de Brunelleschi a fait entrer l'Italie, bientôt suivie de toute l'Europe, dans la Renaissance. Au XVe siècle, les Médicis étaient toujours plus puissants et leurs ambitions toujours plus grandes. Ils allaient faire de Florence une ville à leur image. Ce bâtiment-là, c'était la maison de la famille Médicis. Avec ses extraordinaires murs rustiqués, le rez-de-chaussée ressemble à une forteresse qui pourrait résister à toutes les attaques. Et ce qui est incroyable, c'est que Brunelleschi avait présenté un projet pour la construction de ce palais. Mais les Médicis l'ont refusé parce qu'ils le trouvaient trop majestueux. Ils ont préféré cette proposition de Michelozzo. Les Médicis avaient un palais, mais n'étaient pas de sang royal. Alors, pour asseoir leur fortune et leur puissance, ils cultivaient l'art de l'intrigue et de la mise en scène.
On est passé d'un extérieur qui ressemblait à une forteresse à un intérieur d'une élégance raffinée. Ça symbolise parfaitement les deux côtés des Médicis. Et la famille s'assurait que les Florentins voient bien ces deux côtés. Les portes de l'allée qui mènent à cette cour étaient toujours ouvertes pour que les citoyens puissent voir le David de Donatello ou encore les bustes d'empereurs romains dont les Médicis aimaient s'entourer et qui trahissaient la façon dont ils se considéraient en secret. C'est Côme de Médicis, le fils de Jean, qui a fait construire ce palais. Surnommé l'Ancien, Côme est le père de la dynastie politique des Médicis. Pourtant, il n'avait aucune fonction politique officielle. Mais les Médicis n'avaient pas besoin de ça. Toutes les personnes influentes dépendaient de leur banque. Ce palais abrite une pièce où on ne retrouve pas l'élégance raffinée de la cour, mais plutôt un chef-d'œuvre de démesure et d'extravagance. Mais cette pièce-là, les Médicis ne l'exposaient pas aux yeux du public. La fameuse chapelle des mages se situe au premier étage du palais. Là, la façon dont les Médicis se considéraient en secret était clairement affichée. Ça, c'est une chapelle privée qui illustre bien les ambitions des Médicis. Ces fresques ont été peintes au milieu du XVe siècle par Gozzoli. Le coup de génie de cet artiste, ça a été de prendre un thème religieux très connu, le cortège des mages, et de le transposer dans la campagne toscane. Là en haut, il y a une forteresse de style toscan entourée d'un magnifique jardin paysager. Et Gozzoli a aussi représenté les Médicis. Ils sont partout sur ces murs. Là, il y a Côme sur son âne. C'est un joli symbole qui rappelle Jésus sur son âne. À côté de lui, il y a son fils, Pierre, à cheval, et son petit-fils, Laurent le Magnifique. Le portrait de Laurent est orné de dorures pour ajouter à son éclat. Cette représentation idéalisée du monde mélange la religion, les paysages de Toscane, Florence et bien sûr, les Médicis. Et de cet amalgame naît l'idée que les Médicis sont là depuis la nuit des temps, qu'ils ont toujours fait partie de la marche du monde. Je trouve que ce qui symbolise le mieux cette idée, c'est la devise des Médicis, qui est inscrite sur le harnais du cheval de Pierre et qui tient en un mot « Semper », toujours. Les Médicis voulaient continuer à tirer les ficelles du pouvoir à Florence, mais ils gardaient leurs ambitions secrètes, à l'image de cette chapelle privée cachée au fond du palais, à l'abri des regards et des attaques. Et la famille avait de bonnes raisons de craindre les attaques. Le palais a été construit au milieu du XVe siècle. Une vingtaine d'années plus tard, on a attenté à la vie des Médicis. Alors que son frère s'est fait tuer, Laurent le Magnifique s'est replié ici pour se venger de ce complot tramé par la famille Pazzi. Et autant dire qu'il ne fallait pas chercher les Médicis. Après la conjuration des Pazzi, près de 80 personnes ont été sommairement exécutées. Certains ont été jetés par la fenêtre, d'autres ont été pendus le long de la façade de l'hôtel de ville. Et on les a laissés pourrir là, au bout de leur corde. À la Renaissance, la beauté de Florence tentait de masquer un monde où les rivalités faisaient rage. La magie de la technologie va nous aider à faire toute la lumière sur les manœuvres de l'ombre. Mais ici, la concurrence s'étalait aussi au grand jour. Et elle n'était pas l'apanage des plus hautes sphères de la société. Des groupes de jeunes hommes issus du peuple se disputaient les rues de la ville. David Rosenthal est historien et spécialiste de ce phénomène. Vous vous intéressez à l'histoire de certains groupes bien précis de la population qu'on retrouvait beaucoup dans les tavernes. Il y avait toute une sous-culture qui se développait dans les tavernes, parce que c'était le lieu de rencontre des Florentins. C'est là que sont nés des groupes d'hommes surnommés les Potenze.
C'étaient des espèces de brigades carnavalesques. Les membres de ces clans se déguisaient les jours de fête, avec les plus beaux vêtements qu'ils pouvaient s'offrir. Et les brigades s'affrontaient en permanence pour s'arroger le plus grand territoire ou le plus beau titre, par exemple. On sait où ces brigades se trouvaient dans la ville? Oui, ce phénomène est documenté. Il y avait 20 à 30 brigades au début du XVIe siècle, et on en comptait jusqu'à 45 à la fin. Et on sait où chacune de ces brigades se retrouvait. David a créé une carte des territoires des Potenze. Chaque brigade avait son quartier. Les rues de Florence étaient le théâtre d'une véritable guerre des clans, mais en version carnavalesque. Ici, régnait la brigade du grand monarque de la Cité Rouge. C'était l'une des plus importantes et des plus anciennes. Le chef de cette brigade était le grand monarque de la Cité Rouge. Autoproclamé. J'adore ce titre. Et ce grand monarque a marqué son territoire en encastrant des plaques dans les murs de l'église de la paroisse. Je vais vous les montrer. C'est cette église-là? Oui. Ces plaques témoignent de toute cette sous-culture. C'est fascinant. Sur la plaque d'en bas, on lit « Città-Rossa », la Cité Rouge. Et on voit 3 tours dans une ville fortifiée. C'était le symbole de cette brigade? Oui. Sur la plaque d'en haut, l'année 1577 est gravée en chiffres romains, précédée de la mention GMG, Grand Monarque Giovanni. Et au-dessus, c'est une couronne rouge? Oui, mais le chef d'une brigade rivale à l'autre bout de la ville revendiquait aussi le titre de Grand Monarque. Quel culot! Le grand monarque d'ici ne tolérait pas ça. C'est normal? Alors il est allé devant les tribunaux et il a gagné. Mais ça ne lui suffisait pas. Il voulait marquer dans la pierre que c'était ce quartier-ci, et pas un autre, le quartier du grand monarque de la Cité Rouge. Les murs de la ville portent l'empreinte de l'esprit de compétition féroce qui animait la société tout entière. Une fois par an, Florence renoue avec la violence et les rivalités du passé. Pour l'occasion, la place Santa Croce, devant la basilique qui lui a donné son nom, se transforme en terrain de calcio storico. Dans ce sport collectif florentin de la Renaissance, il n'y a presque pas de règles. Il y a des années de ça, j'ai vécu à Florence, et je ne ratais jamais cet événement. Un mélange de foot, de rugby, de boxe et de catch qui se joue à 54 dans une arène. Voilà ce qu'est le calcio storico. Calcio, ça veut dire football, mais le foot, c'est pas violent comme ça. Là, c'est la demi-finale qui oppose les Bleus de Santa Croce aux Rouges de Santa Maria Novella. Ce sont 2 quartiers de la ville et ils prennent leur rivalité très au sérieux. Allez! Les Bleus ont la balle! C'était un coup de pied au visage. Ça mérite une expulsion. À première vue, cette violence ne cadre pas avec la beauté des chefs-d'œuvre de sculpture, d'architecture, de peinture qu'évoquent Florence et la Renaissance. Pourtant, les deux sont liés. C'est cet acharnement, cette énergie, cette passion avec laquelle les Florentins vivent leur vie qui ont poussé les artistes de la Renaissance à atteindre sans cesse de nouveaux sommets de créativité. À la Renaissance, la beauté était aussi au service des rivalités qui opposaient les grandes familles de la ville. Car à Florence, les puissants se disputaient non seulement le pouvoir politique, mais aussi les plus belles œuvres d'art et d'architecture. Ici, au XVe siècle, on s'espionnait pour faire mieux que ses voisins. Il y avait entre les familles le même genre de rivalité qu'entre Florence, Pise et les autres villes du nord de l'Italie. Si une famille avait un grand palais, une autre en construisait un plus grand. Si une famille décorait l'église de son quartier, une autre faisait encore mieux. Chaque famille voulait les meilleurs sculpteurs. Et les sculpteurs eux-mêmes cherchaient à faire des œuvres toujours plus grandes, plus belles, plus impressionnantes. Cette émulation dans la société a donné lieu à un déferlement de créativité sans aucune limite. Dans cette lutte acharnée pour le prestige, les Médicis s'entouraient des meilleurs artistes. Comme Michel-Ange, à qui l'on doit la fresque du plafond de la chapelle Sixtine au Vatican.
ou encore cette sculpture de David. Côme l'Ancien est mort en 1464. Son petit-fils, Laurent le Magnifique, était un véritable protecteur des arts. Il a pris Michel-Ange sous son aile alors que l'artiste n'avait que 14 ans. Élevé au palais avec les propres fils de Laurent, Michel-Ange faisait presque partie de la famille. En 1494, 2 ans après la mort de Laurent, Florence est devenue une république. Mais les Médicis ont fini par reprendre le pouvoir. Et en 1520, ils ont commandé à Michel-Ange une sacristie pour abriter leur tombeau dans la basilique San Lorenzo. Entrons dans cette merveilleuse chapelle. Bonjour Monica. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Historienne d'art, Monica Bietti a été directrice du musée des chapelles Médicis pendant plus de 10 ans. Son amour des lieux est communicatif. Cette chapelle, c'est l'œuvre de Michel-Ange? Oui, tout est de lui. L'architecture, les sculptures. Ces sculptures de Michel-Ange sont célèbres, mais quelle est leur signification? Je vais vous expliquer. Cette sculpture, c'est la nuit. Une nuit semblable à un clair de lune. Le marbre est non seulement brillant, mais aussi blanc comme le clair de lune. À côté, il y a le jour. Mais je crois que c'est le début du jour, le moment où les ombres ne sont pas encore toutes dissipées. J'adore cette idée. C'est mon interprétation. Mais c'est très inhabituel d'avoir ce genre de personnification du jour et de la nuit dans une sacristie. Oui. Est-ce que c'est représentatif de la vision du monde et du cosmos de Michel-Ange? De Michel-Ange et des Médicis. Parce que cette chapelle symbolise l'idée que lorsque la vie s'arrête, l'art lui survit. Et l'art des Médicis est éternel. Contrairement à ces sculptures en marbre, la relation des Médicis et de Michel-Ange n'a pas résisté à l'épreuve du temps. En 1527, le peuple de Florence s'est à nouveau soulevé contre les Médicis. Ils ont été contraints à l'exil, mais Michel-Ange a refusé de partir avec eux. Il est resté à Florence et a rejoint les rangs des insurgés. La République a alors été restaurée. Pour résumer, les Médicis ont passé une commande à Michel-Ange pour qu'il construise et sculpte tout ça. Et après, ils ont été chassés de la ville. Et à ce moment-là, Michel-Ange a pris parti pour la République de Florence contre les Médicis. Il était contre eux. Donc, quand les Médicis sont revenus au pouvoir, il était leur ennemi. Et il avait très peur. Alors, il s'est terré dans un lieu secret pendant 3 mois. Personne n'a jamais trouvé sa cachette. Vous voulez la voir? Bien sûr. Je vais vous la montrer. Où va-t-on? Là. Et maintenant, on va où? On descend. C'est une trappe, ça? Oui. C'est là-dessous qu'il se cachait? Oui. Les visiteurs n'ont pas le droit d'entrer là. Non, c'est vraiment une pièce secrète. On laisse ouvert. Pour ne pas se retrouver enfermés. On a l'impression d'être sous terre. Oui, mais regardez, à gauche, il y a une fenêtre. Là, Oui, Michel-Ange a écrit qu'il se cachait dans une minuscule cellule, enterré comme les Médicis l'étaient dans leur tombeau au-dessus de lui. Et que pour tromper sa peur, il couvrait les murs de dessins. Ce n'est qu'en 1975, au cours de travaux d'aménagement, qu'on a redécouvert par hasard cette minuscule cellule. L'authenticité des dessins est controversée. Mais pour Monica, comme pour beaucoup d'autres, il n'y a aucun doute. Ils sont bien de la main de Michel-Ange. Ça, c'est le visage de Laocoon, tel qu'il est représenté sur une sculpture de l'Antiquité grecque découverte par Michel-Ange à Rome. et ça, vous voyez ce que c'est? C'est son David. Là, on a son pied. Oui, C'est le pied qui a été vandalisé à coups de marteau. on reconnaît des fragments de ses œuvres partout.
C'est comme une autobiographie de ses œuvres. Il a retracé sa vie et sa carrière sur ces murs alors qu'il craignait pour ses jours et qu'il se terrait dans cette cellule. C'est incroyable. En effet. Mais il pouvait sortir d'ici. Michel-Ange était un homme traqué. Les Médicis voulaient sa peau. Pourtant, la cellule de l'artiste n'était qu'à quelques centaines de mètres de leur palais. Il se cachait juste sous leur nez. Cela lui permettait d'épier leurs moindres faits et gestes et de s'enfuir en cas de danger. Michel-Ange se terrait sous les tombeaux des Médicis déjà morts et il surveillait les Médicis encore en vie par cette fenêtre. Et comment il sortait d'ici? Par un passage secret. Je vous suis. Allons-y. Un ami de Michel-Ange le cachait parfois dans son palais. L'artiste savait s'y rendre sans se faire remarquer. Il avait travaillé dans la basilique pendant des années et connaissait toutes les portes dérobées de l'édifice. Je m'imagine Michel-Ange en train de courir ici. Michel-Ange ne s'éternisait sûrement pas pour admirer cette basilique richement décorée. Par ici. Regardez où on est. On a traversé l'église et on a débouché sur des cloîtres. On est arrivé au palais de l'ami de Michel-Ange? Non, pas encore. Là, on arrive dans la rue. C'est une ruelle très étroite entre des maisons qui datent du XVe siècle. Et là, on va entrer chez l'ami de Michel-Ange. C'est là? Cette porte donne sur la cour du palais de l'ami de Michel-Ange. On a emprunté un passage secret et on est arrivé. Donc là, on est dans la maison de l'ami de Michel-Ange. Il était en sécurité ici. Oui. Retraçons le parcours de Michel-Ange. Il quittait sa cellule souterraine, traversait l'église, longeait 2 cloîtres, débouchait dans une ruelle, tournait à droite, ouvrait une porte et arrivait enfin dans la cour de son ami. La carte 3D de Florence commence à prendre forme. Cette modélisation reconstitue la ville et révèle les secrets de ses plus beaux monuments. La basilique San Lorenzo, le palais des Médicis ou encore le Duomo. Le visage de Florence a largement été façonné par les Médicis. Mais sa face cachée aussi. En 1530, 3 ans seulement après avoir été chassés de Florence pour la seconde fois, les Médicis étaient à nouveau les maîtres de la ville, et il n'était plus question pour eux de perdre le pouvoir. Alors, ils ont commencé par s'occuper des insurgés. Avec Michel-Ange, ils ont passé un pacte. Il lui pardonnait à condition qu'il reprenne son travail sur la chapelle de la basilique San Lorenzo. Ensuite, les Médicis se sont installés dans l'hôtel de ville, le Palazzo Vecchio. Les Médicis ont repris Florence par la force en 1530. L'hôtel de ville avait été le siège du gouvernement florentin pendant si longtemps et était tellement chargé d'histoire qu'ils se sont dit qu'ils devaient se l'approprier. Ils ont donc fait du Palazzo Vecchio le siège de leur gouvernement ainsi que leur résidence. Quand Côme Ier est devenu grand-duc de Toscane, c'est ici qu'il gouvernait. Côme Ier a régné sur Florence jusqu'à sa mort en 1574. Contrairement à ses ancêtres du XVe siècle, il avait officiellement le pouvoir. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Sur le côté du Palazzo Vecchio, il y a une petite porte dérobée surnommée la porte du duc d'Athènes, en référence au duc qui s'était emparé du pouvoir au milieu du XIVe siècle.
Il était si impopulaire qu'il avait décidé de se faire construire un passage secret pour s'enfuir. Mais il se serait fait chasser de Florence avant même que le passage ne soit achevé. Au XVIe siècle, les Médicis gouvernaient Florence depuis ce palais. Ils devaient adorer ce genre de porte dérobée. Les pièces secrètes du palais témoignent du goût des Médicis pour l'intrigue. Cette petite pièce cachée ressemble à une chambre forte. C'était l'antre de Côme Ier. Il était le seul à avoir la clé de cet étrange lieu. Il conservait ses documents personnels et tout ce qu'il avait de plus précieux dans ses placards. Cette pièce est tombée dans l'oubli au XVIIIe siècle. On ne l'a redécouverte qu'au début du XXe siècle. J'espère retrouver mon chemin. Je me dirige vers le cœur du palais, l'imposante salle des 500, construite à la fin du XVe siècle pour accueillir les 500 membres du Grand Conseil de la République. Côme Ier s'est complètement réapproprié cette salle. Les autres pièces, couloirs et escaliers du palais forment un véritable labyrinthe. Autant de pièces et de couloirs, ça sent l'intrigue à plein nez. On dirait que cette famille préférait tirer les ficelles dans l'ombre. Et il n'y a pas qu'à l'intérieur de leur palais que les Médicis se déplaçaient en secret. Ils le faisaient aussi dans la ville. Je vais essayer de partir sur leurs traces. Les Médicis étaient tellement paranoïaques qu'ils voulaient pouvoir se déplacer dans Florence sans avoir à traverser la foule. Ils préféraient la survoler. Alors, ils ont commandé un passage surélevé. Pour le découvrir, direction le Palais des Offices, construit pour accueillir les institutions administratives du Palazzo Vecchio. Les Offices abritent aujourd'hui l'un des plus riches musées de peinture du monde. C'est ici qu'est exposée par exemple la naissance de Vénus de Botticelli. Au milieu du XVIe siècle, Côme Ier a acheté le Palais Pitti, situé sur la rive gauche de l'Arno et qui est devenu par la suite la résidence principale des dirigeants de Florence. Un long couloir relie les Offices au Palais Pitti. Construit par Vasari et orné de plusieurs centaines de tableaux, ce couloir couvert s'élève au-dessus des rues de Florence. Il est tellement tortueux que de l'extérieur, on ne soupçonne pas son existence. Nous allons scanner cette galerie aérienne qui fait plus d'1 kilomètre de long. Officiellement, on a fait construire cet impressionnant couloir pour le mariage de François Ier de Médicis, le fils de Côme Ier. Car il fallait que la mariée puisse aller et venir sans salir sa robe dans la rue. Mais évidemment, ce n'était pas que pour ça. Les Médicis avaient l'habitude que leur pouvoir soit menacé. Alors Côme Ier était toujours sur le qui-vive. C'est pour ça qu'il a commandé ce couloir secret. Mais en arriver là, ça en dit long sur la façon dont les Médicis voyaient leur position à Florence. Pour rejoindre le palais Pitti, le couloir de Vasari traverse l'Arno. Il passe au-dessus des boutiques du célèbre Ponte Vecchio, le pont le plus ancien de la ville. Je me sens privilégié là. Je suis au-dessus de la cohue du Ponte Vecchio. Mais c'est grâce à la construction de ce couloir que le pont, admiré par des millions de touristes chaque année, est tel qu'il est. Quand le pont a été construit au XIVe siècle, des bouchers se sont installés dans les échoppes qui l'abritaient. Comme ça, ils pouvaient jeter leurs déchets dans le fleuve. Mais quand Côme Ier a commandé ce couloir, il n'avait pas envie que ça sente la viande avariée ici. Alors il a remplacé les boucheries par des bijouteries. Dans ce couloir aérien, les Médicis étaient invisibles aux yeux des Florentins et ils dominaient littéralement la ville. De l'autre côté du fleuve, le couloir débouche directement dans les jardins du palais Pitti.
Du haut de ses jardins, Côme Ier pouvait admirer cette ville dont l'histoire était intimement liée à celle de sa famille. Le couloir de Vasari relie le cœur de Florence à ses abords. Quand on est à l'intérieur, il est difficile de se rendre compte du chemin qu'on parcourt. Pour avoir une vue d'ensemble de cette formidable galerie aérienne, direction le laboratoire de réalité virtuelle. Will a recréé le couloir et ses environs. On voit tous les tableaux en miniature. C'est incroyable. Le parcours du couloir est étonnant. Parfois, il passe sur des bâtiments, d'autres fois, il les contourne, les traverse ou encore passe en dessous. Je me demande comment ils ont conçu ce tracé. Ils ont peut-être juste construit le couloir là où ils pouvaient passer. Changeons de perspective. Au revoir, Michael. Où êtes-vous passé? Je suis à l'intérieur. Maintenant, admirons ce couloir depuis le fleuve. C'est super, j'ai été transporté sur l'eau. Et là, je vole au-dessus du fleuve. Où êtes-vous? Je vous ai perdu? Je ne vous vois plus, Will. C'est mouillé là où vous êtes? Non, je suis au sec sur le pont. Mais j'ai un point de vue que les gens qui étaient ici sur le Ponte Vecchio ne pouvaient pas avoir, parce que moi, je vois à travers les murs. Donc, je vois le couloir au-dessus. Quand on regarde ce modèle réduit, on se sent comme les Médicis qui dominaient et façonnaient Florence en véritable maître tout-puissant. D'ici, on peut surveiller tout ce qui se passe dans la ville. Et on voit aussi ce couloir qui évitait aux Médicis de devoir se mélanger au peuple et qui assurait leur sécurité. Florence est célèbre dans le monde entier pour ses chefs-d'œuvre d'architecture, de peinture, de sculpture. Mais la ville a aussi une face cachée fascinante. En assemblant tous les scans de son équipe, Will a obtenu la première carte 3D de la Florence des Médicis. Elle révèle les trésors enfouis au cœur de cette cité qui a fleuri sur les rives de l'Arno. De ses passages secrets à ses portes dérobées, de ses couloirs aériens à ses cachots souterrains et de ses palais labyrinthiques à son dôme énigmatique. Florence est la ville du mystère par excellence. Ici, la route de la grandeur était pavée d'orgueil et d'ambition. Cette ville doit sa beauté à de féroces rivalités, à des puissances de l'ombre, à une volonté de domination et bien sûr, au génie des Florentins. C'est grâce à eux que la Renaissance a vu le jour. Et toute la face de l'Europe en a été changée. Le nom des Médicis est associé à jamais à la ville de Florence et à la Renaissance. Mais que sont-ils devenus? Ils ont gardé les rênes du pouvoir jusqu'au XVIIIe siècle. Puis, la lignée s'est éteinte. La dernière des Médicis a fait don du précieux patrimoine de sa famille, mais à condition qu'il reste à Florence, que les citoyens puissent en profiter et qu'il attise la curiosité des étrangers. C'était une idée géniale. Grâce à cet ultime geste de mécénat, des millions de touristes continuent d'affluer ici pour admirer les œuvres d'art qui appartenaient aux Médicis ou qu'ils ont contribué à faire naître. Et en ce sens, on peut dire que les Médicis sont encore aujourd'hui les parrains de cette magnifique ville.